Eh bien, nous pouvons maintenant débuter la cérémonie de lancement de ce 9e baromètre. Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver ce matin pour ce 9e baromètre porté par la communauté des entreprises à mission, la SEM pour les intimes, qui va vous donner un panorama des sociétés à mission en 2025. Évidemment, nous remercions Monsieur le Ministre pour l'accueil de cet événement ici à Bercy et pour sa présence. Et puis merci à toutes et à tous, puisqu'il y a eu près de 700 demandes d'inscription à cet événement ici en présentiel et en distanciel, ce qui traduit bien évidemment un intérêt réel pour ce modèle, qui est un modèle récent. Il a 6 ans, il date de la loi Pacte de 2019 et il avait évidemment pour but de renforcer, de valoriser et de mesurer le rôle des entreprises dans la société française du XXIe siècle. On tient à remercier également tous les chercheurs qui nous accompagnent à la SEM depuis sa création et qui ont une nouvelle fois éclairé ce baromètre avec un regard spécifique sur la question de l'innovation. Alors, on va basculer avec l'écran en régie, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Johan Penel, j'ai le plaisir de diriger l'Observatoire au sein de la SEM et d'animer cet événement aujourd'hui. Vous avez sur votre chaise trouvé, pour les personnes qui sont en présentiel, ce petit dépliant qui retrace les chiffres clés de ce 9e baromètre. Et en particulier, si vous le dépliez, eh bien, vous avez cette petite affiche que vous pouvez mettre dans vos bureaux. Alors, chaque année, ce baromètre, c'est le rendez-vous incontournable pour essayer de quantifier la dynamique des sociétés à mission. Mais ce sur quoi on va vraiment revenir aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce qu'on est en capacité de mesurer le déploiement de ce jeune modèle, on le disait, qui a aujourd'hui 6 ans. Et donc, on va vous proposer aujourd'hui d'autres éclairages inédits, d'autres indicateurs pour montrer encore une fois d'un point de vue quantitatif l'émergence de ce modèle, tout en se projetant vers le 3 novembre, qui sera un autre rendez-vous et qui, là, vous apportera des éclairages plus qualitatifs. On tient enfin à saluer notre ambassade en Occitanie qui retransmet en direct l'événement depuis Montpellier. Donc, vous voyez, on est en duplex dans toute la France. Alors, dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat pour son discours d'introduction. Et puis, on écoutera ensuite les dirigeants de la communauté des entreprises à mission pour une prise de parole. Et ensuite, on rentrera dans le détail de ce 9e baromètre avant d'accueillir différents témoins qui viendront expliquer leur motivation à s'emparer du modèle de la société à mission. Vous aurez un temps de questions-réponses ensuite à l'issue de la table ronde pour l'ensemble des intervenants de la matinée. Si vous êtes en présentiel et puis en distanciel, vous avez le chat. Nos équipes, que je salue, seront là pour répondre tout au long de ce baromètre à vos questions et puis éventuellement d'en poser certaines à l'oral lors de la partie dédiée. Et donc, sans plus attendre, je vais céder ma place au pupitre à Monsieur le Ministre. Merci à vous. Bien. Mesdames et messieurs les coprésidents de la communauté des entreprises à mission, chère Hélène Bernicot et Guillaume Desnoës, mesdames et messieurs, chers amis, je sens qu'il y a de la pression dans l'air ce matin, dans cette salle. Et c'est bon signe, car qui dit pression élevée dit beau temps. Et c'est le cas, le temps est au beau fixe pour les entreprises à mission cette année 2026. Si j'en crois le baromètre que vous allez détailler dans quelques instants. C'est près de 2600 sociétés à mission qui sont recensées aujourd'hui depuis la création de ce modèle par la loi Pacte en 2019, ce qui veut dire que 500 nouvelles sociétés à mission sont là chaque année avec une croissance continue, régulière, comme on en observe dans peu de domaines.
Et ce qui me frappe dans ces chiffres, c'est qu'on retrouve des sociétés à mission dans tous les domaines. La production d'énergie, les transports, mais aussi la santé, l'immobilier aussi. Et ces entreprises sont implantées partout en France. Et ce qui est très important, c'est que 60% ont leur siège en région. Et ça, c'est toute l'économie de notre pays qui est en marche. Et l'entreprise à mission se conjugue avec l'ancrage territorial. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Et je vais vous avouer quelque chose, pour quelqu'un qui a passé l'ensemble de sa vie professionnelle dans le monde coopératif, parler de société à mission, évidemment, ça résonne beaucoup. Puisque au cœur de son identité, la coopérative que j'ai connue, et elle a une finalité particulière au-delà des objectifs économiques, et ça rejoint évidemment les entreprises à mission, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Et la raison d'être de l'entreprise importe tout autant que son chiffre d'affaires, car la raison d'être d'une entreprise, pour les salariés, c'est la raison d'y être, c'est la raison d'en être. Et pour les clients aussi, c'est souvent la raison d'y venir. Et par les temps qui courent, avoir un sentiment d'appartenance pour les salariés, c'est un gage aussi de fidélité, c'est un gage d'ancrage, peut-être même un gage d'engagement. Alors, certains pourraient croire que ce ne sont que des mots, que les chefs d'entreprise se mettent à faire de la philosophie en parlant de raison d'être, de finalité, voire même de bien commun, que tout ça, c'est bien beau, mais ce qui compte, au fond, c'est la rentabilité. Au contraire, rien de plus concret, rien de plus engageant qu'une société à mission. Oui, au travers de vos entreprises, vous portez deux enseignements forts. Le premier, c'est que l'entreprise à mission, c'est un lieu d'engagement réel. J'ai moi-même fait partie d'un comité de mission dans plusieurs entreprises et je peux témoigner que tout y est. La raison d'être, évidemment, des objectifs sociaux et environnementaux très clairs et une gouvernance dédiée au suivi de cette mission. Alors on nous dit souvent qu'il y a une crise de l'engagement, mais chaque entreprise peut choisir librement de devenir une société à mission, et cela évidemment, ça dément cette idée. Ce choix est libre, volontaire, il ne résulte d'aucune norme ou de surtransposition. Je peux vous dire, par les temps qui courent, le phénomène est assez rare. Et ça montre que vous avez fait un choix de conviction, un choix fort. Nous voulons un capitalisme différent, plus humain, plus social, plus démocratique. Le deuxième enseignement, c'est que cet engagement de devenir une société à mission se traduit de façon très concrète, très efficace et visible. La parole est liée aux actes. Je dirais même que c'est un élément de condition du leadership même de l'entreprise. Et pour aller au-delà, mes amis, des chiffres cumulés dont on peut se réjouir, je voudrais prendre ici quelques exemples d'entreprises qui incarnent cette vision intégrale de l'économie. Une vision où l'économie, bien sûr, c'est de l'argent, mais sont surtout aussi des femmes et des hommes, un territoire et un environnement naturel autour de l'entreprise. Alors, à titre d'exemple, voilà quelques entreprises qui s'engagent au niveau local. Je pense par exemple au Crédit Mutuel Arkea, qui investit dans des solutions pour gérer l'eau, une ressource précieuse, et face à la sécheresse, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est concrètement comment l'entreprise s'engage sur le bien commun. Il y a aussi le slip français qui a décidé de relocaliser toute sa chaîne de production, du tricotage de la matière jusqu'au packaging. Tout est fait en France. Made in France, accessible, avec des t-shirts de qualité en vente à seulement 7,90 €, pour ceux que ça intéresse, des petits prix grâce à une production automatisée, robotisée. Voilà un modèle à suivre. Du Made in France accessible, ça existe aussi pour les plus petits, avec l'entreprise Les Petits Culottés, une autre société à mission qui s'engage à simplifier la vie des familles, une production respectueuse de l'environnement et qui travaille à une meilleure inclusion en faisant notamment travailler des personnes en situation de handicap, que ce soit en Vendée ou dans les Vosges.
Voilà un exemple, je trouve qu'il faut soutenir. Il y a aussi Pimpan, qui a ouvert son usine en Normandie et propose des produits d'hygiène rechargeables. Et il y en a évidemment plein d'autres. Et je m'engage, moi, personnellement, à soutenir de telles initiatives, à accompagner, avec mon ministère, à accompagner ces entreprises qui choisissent la voie du Made in France accessible, car cette réindustrialisation de notre économie, c'est bien plus que des produits. C'est un territoire qui renaît, des emplois durables, un tissu humain qui se renforce. Les entreprises à mission, c'est aussi le pari de l'économie de proximité, et on peut être à la fois puissant et proche. Chers amis, nous vivons aujourd'hui d'affrontements entre deux modèles économiques concurrents. D'un côté, il y a les marketplaces, guidés par la politique du chiffre, au détriment de la santé, de l'environnement. C'est par exemple Shein ou Temu, une économie sans foi ni loi, fondée sur le jetable, sur la consommation destructrice, et qui sont prêts à abandonner leurs partenaires économiques au mépris de l'impact social, de l'impact environnemental que provoquent leurs décisions, comme on l'observe aujourd'hui, avec notamment un contournement de la taxe petit colis et aucun respect, aucun de nos codes de la consommation. Et de l'autre, voilà, vous représentez une économie qui s'enracine, qui donne du sens au travail, qui respecte l'environnement, une économie qui dure. Et ma conviction, c'est que les entreprises à mission, c'est l'avenir d'un capitalisme qui gagne parce qu'il est créateur de sens, créateur d'emplois, créateur d'avenir, où les gagnants ne sont pas une petite minorité, mais, j'ose dire, même un capitalisme pour tous, où la valeur créée est davantage partagée. Alors ensemble, mes amis, engageons-nous sur cette voie qui est celle d'une économie qui gagne. Et je vous souhaite une belle journée de partage et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir partagé cette conviction forte sur le fait que la société à mission, c'est un pari d'avenir. Et c'est ce qu'on va évidemment essayer d'illustrer aujourd'hui. J'appelle maintenant sur scène à nous rejoindre les dirigeants de la communauté des entreprises à mission avec ses deux coprésidents, Hélène Bernicot, Guillaume Desnaux et puis un autre administrateur, son trésorier, Thomas Meyer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 9e observatoire des entreprises à mission. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la sincérité de vos mots. Et voilà, je crois qu'ils nous touchent, et en particulier les acteurs de la communauté des entreprises à mission, mais plus globalement, tous ces hommes et ces femmes engagés et motivés dans un contexte qui n'est pas toujours porteur, et on le sait. Alors, nous avons quelques minutes pour partager avec vous, revenir peut-être avec vous sur le rôle de la communauté des entreprises à mission. Donc, quelques mots-clés pour introduire cet événement. La communauté des entreprises à mission, c'est d'abord l'observation des chiffres, le concret, la donnée, pour revenir sur une réalité et peut-être sortir de certaines intuitions qui ne sont pas tout à fait justes. La communauté des entreprises à mission, c'est aussi l'exigence. C'est un point important et j'y reviendrai tout de suite. Et puis 3 autres éléments aussi très forts. La communauté des entreprises à mission, c'est le partage, c'est la création d'un écosystème, du lien aussi entre le public, le privé. C'est aussi le pont entre ce qui se passe sur les territoires au niveau national et plus globalement au niveau européen. Monsieur le ministre, vous en avez parlé. La conviction qu'il y a peut-être une autre voie, un capitalisme européen un peu différent de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Alors je vais démarrer en revenant sur les 2 premiers points. Donc les chiffres, c'est aujourd'hui un moment clé pour cela. Et donc ce que l'on veut à travers ces chiffres, c'est poser une réalité. C'est effectivement contrecarrer peut-être certaines intuitions où on pourrait avoir l'impression que ce modèle stagne. C'est pas ça la réalité. Il progresse, il s'enracine. Et je tenais vraiment à remercier toute l'équipe qui, année après année, creuse un petit peu les analyses de ces chiffres, nous les donne sous différents angles, et ce qui permet vraiment de faire rayonner, donner de la visibilité à cette réalité.
Deuxième élément clé du modèle, c'est l'exigence. Donc au cœur du modèle, on a cette exigence à travers la vérification OTI, qui est le corollaire quelque part de la liberté de choix des objectifs. Mais ce n'est pas que ça. À la communauté des entreprises à mission, on travaille sur cette exigence en favorisant le partage entre dirigeants, le partage entre membres de comités de mission, le partage entre managers de mission, tout ça pour faire progresser le modèle, et c'est absolument essentiel. Et puis la communauté des entreprises à mission, c'est aussi des scientifiques, des chercheurs qui enrichissent ce modèle, et ça peut nous conduire d'ailleurs à faire des propositions, éventuellement d'ajustement aussi de la loi pour rendre ce modèle plus efficace, plus pertinent et toujours le faire progresser. Et on salue d'ailleurs les chercheurs qui sont dans la salle ou à distance et qui œuvrent au quotidien, parce que la communauté d'entreprises à mission, c'est cet être aussi un peu hybride qui invente des nouvelles formes de collaboration entre chercheurs et professionnels, et également entre professionnels et pouvoir public. Je pense le fait qu'on soit reçu aujourd'hui à Bercy chaque année pour le baromètre en est un bon exemple, mais c'est aussi ça la partie immergée d'un iceberg qui est une collaboration presque quotidienne avec les services de l'État et aussi notamment avec les greffes, parce que cette exigence, elle est possible grâce à ces collaborations. Enfin, la SEM, c'est aussi un réseau d'acteurs engagés. Je crois que grâce notamment à nos ambassadeurs, est-ce que les ambassadeurs, certains sont dans la salle aujourd'hui? Voilà, il y en a ici, il y en a beaucoup à distance. On les salue également, mais effectivement, ce sont des centaines d'entreprises qui changent des secteurs. On l'a vu dans les chiffres de l'Observatoire. Et enfin, l'avenir de la SEM, c'est effectivement l'Europe et le local. Donc je ne sais pas, Hélène, si tu voulais aussi nous parler des engagements du Crédit Mutuel. Alors peut-être simplement en un mot, donc Crédit Mutuel Arkéa, c'est un groupe bancaire, assurance, 200 milliards de total bilan, 5,6 millions de clients, donc un groupe d'une certaine taille. Eh bien, depuis qu'on est entreprise à mission, on a vraiment, grâce à ce modèle, on a vraiment accéléré sur un de nos enjeux clés qui est un de nos engagements inscrits dans les statuts qui accompagnait les transitions environnementales de nos clients. Et désormais, en 2025, on peut dire que dans notre production totale de crédit, on a un tiers de notre production totale de crédit qui finance les transitions et les acteurs territoriaux présents dans notre écosystème. C'est quelque chose que l'on mesure, c'est quelque chose sur lequel on se fixe des objectifs, et c'est quelque chose sur lequel on progresse. Et c'est vrai que Crédit Mutuel Arkéa est une entreprise coopérative, mais le modèle entreprise à mission nous a permis d'accélérer en structurant finalement des plans d'action, des objectifs extrêmement précis. Et aujourd'hui, on en voit la réalité dans les chiffres. Et moi, je le vois dans le secteur du grand âge, dans lequel j'interviens, où dans un contexte post-affaire Orpea, post-Covid, il y a aujourd'hui quasiment tous les grands groupes du secteur médico-social grand âge qui sont à mission et qui réinventent un peu, innovent à nouveau au service du bien vieillir, ce qu'ils n'avaient pas fait assez, manifestement, avant. Et donc voilà, on voit vraiment des dynamiques à l'œuvre qui sont très impressionnantes. Et je le disais, l'avenir de la SEM, c'est à la fois l'Europe et le local. Au niveau européen, vous avez peut-être vu qu'on a participé au lancement d'une grande chaire européenne dans les Hauts-de-France avec une association qui s'est créée pour l'occasion. On collabore activement avec des réseaux italiens et belges qui, comme nous, veulent qu'un modèle européen émerge, qui s'appellera à mission ou purpose-driven selon ce sur quoi on s'accordera, mais ce n'est pas le plus important. Donc il y a vraiment d'un côté cette dynamique européenne et puis de l'autre une dynamique locale très importante dont Thomas va nous parler parce qu'il a mis en œuvre un partenariat très innovant avec la métropole de Rouen. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis rouennais, je suis normand, donc je viens vous parler des territoires et des régions. Je salue les amis d'Occitanie qui sont à distance et Morgane qui a organisé tout ça de main de maître. Écoutez, oui, une cinquantaine d'ambassadeurs en France qui animent sur le terrain, sur le territoire, les réseaux locaux d'entreprises à mission, qui font le lien avec les pouvoirs publics locaux, qui échangent avec les métropoles, les régions, les départements, dans l'objectif finalement de mailler un territoire, puisque au fond, ces 2600 entreprises, dont 60% ont leur siège en région, elles existent quelque part, elles sont ancrées quelque part. Le fond de l'activité, c'est de permettre aux entreprises de prendre conscience de l'impact qu'elles ont très localement et de pouvoir s'ancrer plus durablement. Nous, on pense à la SEM qu'un des axes de renforcement de notre écosystème et de renforcement de notre pérennité, c'est l'ancrage territorial. C'est ce qu'on a fait à Rouen, donc je peux vous en parler en 2 secondes. Globalement, on a signé un partenariat avec la métropole qui permet
d'accompagner une cinquantaine d'entreprises à mission supplémentaires sur le territoire de la métropole de Rouen, avec l'idée que plus on a d'entreprises qui pensent le temps long, qui sont statutairement ancrées sur des objectifs d'impact socio-environnementaux, qui finalement sont une force de progrès pour la transformation de la société, plus les intérêts d'un territoire, plus les intérêts d'une métropole en particulier sont respectés et sont compris. C'est ce qu'on a fait avec un premier lancement qui va avoir lieu le 28 avril en partenariat avec les mines exécutives éducation, BPI France et l'école Neoma pour lancer cette dynamique autour d'une cinquantaine d'entreprises. Et puis évidemment, c'est une dynamique qui a vocation à se dupliquer, à se répliquer le plus possible sur d'autres territoires, dans d'autres métropoles, dans d'autres régions. Il est clair qu'il y a un intérêt stratégique pour les métropoles, on sort à peine des municipales, pour venir renforcer leur tissu local d'entreprise à mission. C'est ce qu'on s'attache à faire, en tout cas à Rouen. Très bien, on va inviter Valérie et Johan à venir, sans plus attendre, vous dévoiler ce nouveau baromètre, cette 9e édition du baromètre des entreprises à mission. Merci beaucoup à tous les trois. Alors effectivement, si vous n'avez pas lu Les Échos ou Le Parisien ce matin, ou que vous n'avez pas écouté Radio Classique à 6h55, vous avez encore la surprise qui a été conservée. Et donc, pour rentrer dans les détails de ce 9e baromètre, j'appelle à mes côtés Valérie Brisac, directrice générale de la SEM. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer, avant de rentrer dans les chiffres directement du baromètre, par une annonce complémentaire. Vous avez peut-être l'habitude tous les jours d'aller sur le site de l'Observatoire, regarder si le compteur augmentait. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fusionné nos deux sites. Donc, en fait, sur le site de la communauté des entreprises à mission, vous avez désormais toute la liste des sociétés à mission référencées. Donc, fruit du travail avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ainsi que la liste des organismes tiers indépendants, les OTI, accrédités par le COFRAC. Et également une liste de rapports de mission que vous pouvez regarder sur le site. Et quelques nouveautés aussi sur cette nouvelle plateforme. En particulier, vous aurez une meilleure visibilité sur le suivi de la conformité des sociétés à mission avec l'historique des vérifications par un organisme tiers indépendant. Vous aurez plus de filtres aussi pour essayer d'identifier des sociétés à mission selon un certain nombre de caractéristiques. Et puis, Thomas a parlé de la question des territoires. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des structures qui n'étaient pas le cœur de cible de la loi Pacte et qui font le choix de s'appliquer volontairement le modèle de l'entreprise à mission et donc qu'on recense désormais sur cette nouvelle plateforme. Alors, si vous remarquez que votre structure n'est pas encore référencée, n'hésitez pas à créer un compte et à le référencer pour que donc, l'équipe de Johan puisse mettre en ligne. Alors, un petit rappel avant de rentrer dans les chiffres sur finalement ce qu'est l'Observatoire au sein de la communauté des entreprises à mission. Notre but n'est pas que de compter les sociétés à mission, même si ça nous prend beaucoup de temps. C'est aussi effectivement aller creuser ce qu'est la réalité des sociétés à mission, de la culture de l'entreprise, pour aussi alimenter les chercheurs dans leurs études, et puis finalement d'essayer, comme je le disais en introduction, de comprendre comment est-ce que ce modèle se déploie et quels sont finalement les bons indicateurs pour mesurer cette dynamique. Alors, dans les nouveautés cette année, on va vous présenter le nombre total d'entreprises qui ont adopté la qualité depuis 2019. Mais également celles qui sont encore actives, puisque évidemment ce panorama va aussi décrypter cette année celles qui n'existent plus, donc qui ont été radiées d'un point de vue économique, ou celles qui ont retiré la qualité de leur statut, avec aussi une étude sur les motivations à le faire. Ensuite, également, la nouveauté cette année, c'est qu'on a adopté pour la nomenclature des secteurs d'activité, la nomenclature européenne, ce qui nous permet de faire des comparaisons avec les chiffres de l'économie française.
Quelques points à avoir en tête dans le cadre de ces comparaisons. Évidemment, il y a beaucoup de chiffres, mais les chiffres, on leur fait parfois dire un peu tout ce qu'on veut. Donc, quelques points de vigilance, parce que naturellement, on a envie de se dire, c'est le nombre de sociétés à mission qui compte, et donc à quoi on le compare dans l'économie française. Et on a envie de le comparer aux 5 millions d'unités légales qu'il y a en France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà un tiers de ces unités légales sont des micro-entrepreneurs qui ne sont pas dans le cadre de la loi Pacte. Et puis, ce qu'on ne recense pas aujourd'hui, c'est finalement le nombre de filiales de sociétés mères qui sont à mission, qui contribuent donc à l'exécution de cette mission-là. Mais comme dans leur statut, il n'y a pas la mission puisqu'elle est portée par la maison mère, et bien celle-là ne rentre pas dans le décompte qu'on vous présente aujourd'hui, plus le fait que ce qu'on présente, c'est par rapport à la date d'Assemblée générale. Et donc, effectivement, il y a parfois un délai important entre la date de l'Assemblée générale et le dépôt des statuts auprès d'un greffe de tribunal de commerce, ce qui fait que les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui sont des planchers. Il y en a encore qu'on n'a pas dans nos radars, et ce chiffre sera amené à évoluer au cours du temps. Et donc maintenant, le moment que vous attendez tous, avec Valérie, on va déjà s'intéresser donc à un historique complet des sociétés à mission depuis 2019. Donc le ministre l'a dit tout à l'heure, donc c'est quasiment 2600 entreprises qui ont acquis la qualité de société à mission depuis 2019. Et donc en vitesse de croisière, c'est 500 nouvelles sociétés à mission par an depuis 4 ans. Comme vous voyez, c'est une croissance qui est régulière, linéaire, quel que soit entre guillemets le contexte économique, géopolitique, cette croissance est là et elle est vraiment installée. Alors sur ces 2600, si on regarde un peu plus dans le détail, il y en a aujourd'hui 93% qui sont encore actives aujourd'hui, donc c'est les 2411 sociétés à mission actives que vous voyez juste en dessous. Et donc sur celles qui ne sont plus sociétés à mission, il y en a 4% qui sont radiés au sens économique, donc qui n'exercent plus. Ce qu'il faut noter, c'est que également, on a sur ces radiations entre guillemets, on a regardé les sociétés à mission qui étaient créées en 2018. Il n'y en a que 5% qui aujourd'hui n'existent plus, alors que ce chiffre est de 31% pour les sociétés créées en 2018 dans l'économie française. Donc là, il y a un premier élément de solidité de la part des sociétés à mission. Ensuite, il y a 3% de ces donc 2600 qui ont retiré la qualité de leur statut, et ce pour des raisons différentes. Et dans la majorité des cas, c'est pour des raisons de réorganisation interne. Donc la filiale n'est plus la mission, mais c'est l'entreprise mère, par exemple, qui l'est devenue. Donc on voit que sur ces 2600 créés depuis 2019, en fait, il n'y a que très peu qui aujourd'hui ne sont plus sociétés à mission. Donc ce que vous voyez sur le graphique, c'est donc en bleu les données qu'on a publiées à chacun de nos baromètres précédents, et puis c'est des données qu'on va actualiser au fur et à mesure de l'année, comme je le disais, lors du dépôt de ces statuts lors d'un greffe. Et donc on corrige ces données a posteriori, ce sont les données en beige que vous voyez, et donc les données finales de 2025, on les connaîtra dans quelques mois, puisque même si le délai légal normalement de dépôt des statuts c'est 1 mois, ce qu'on observe c'est que on est plutôt autour de 2 mois en moyenne, voire parfois 5, 6, 7, 8 mois. Et donc c'est pour ça que vous avez des données en pointillé. Celles-là évidemment seront connues dans quelques temps. Et maintenant, on va s'intéresser à caractériser ces sociétés à mission, à commencer par leur taille. Donc ça, on a repris vraiment la nomenclature de l'INSEE sur grandes entreprises, ETI, PME, et puis celles qui ont été créées depuis moins de 2 ans n'ont pas encore de catégorie affectée. Et donc ce qu'on voulait, c'était évidemment comparer en termes de représentation les sociétés à mission par rapport au reste de l'économie française. Et donc ce que vous observez, c'est que on a une surreprésentation
en proportion des grandes entreprises et des ETI, qui représentent à elles toutes seules 17% du stock des sociétés à mission, alors que dans l'économie française, eh bien, elles ne représentent que 3%. En absolu maintenant, si on regarde les chiffres, évidemment, ce sont les PME qui sont les plus nombreuses, avec une dynamique particulière sur 2025 des sociétés à mission native, c'est-à-dire celles qui se créent directement à mission. Alors on a une nouveauté aussi dans ce baromètre. Je ne sais pas si vous savez, mais l'INSEE, donc tous les ans, publie aussi un baromètre de l'économie française et recense 333 grands groupes en France. Et on a essayé de voir quelle était en fait la place des sociétés à mission dans ces 333. Donc ça, c'est un chiffre qui a été validé par l'INSEE. Il y en a aujourd'hui sur ces 333, 15% qui ont au moins une filiale à mission ou qui le sont eux-mêmes. Par exemple, Food Chéri, qui fait partie du groupe Sodexo, Harmonie Mutuelle, UMR, du groupe Vive. Alors, on va passer à la diapo la plus sexy de ce baromètre. Je m'excuse par avance, elle n'est pas digeste. Donc, on a essayé un petit peu de regarder par secteur d'activité ce que pesaient les sociétés à mission sur deux indicateurs. Le premier indicateur, qui est celui qui est naturel, qui est le nombre d'unités légales dans chacun des secteurs d'activité. Et ça, c'est hors agriculture et secteur financier qui sont toujours à part dans les données de l'INSEE. Donc, dans cette première colonne de chiffres, vous regardez toutes les sociétés à mission et vous voyez comment elles se répartissent par secteur d'activité. Dans la deuxième colonne de chiffres, on a fait le même exercice avec toutes les entreprises en France. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des secteurs qui finalement sont très représentatifs. Sur le premier, activité de services administratifs et de soutien, il y a 5% des sociétés à mission qui sont concernées et 5,4% des entreprises en France. Par contre, il y a des secteurs où il y a une surreprésentation notable sur activités spécialisées scientifiques et techniques, où il y en a 3 fois plus en proportion que dans l'économie française, ou encore information et communication, où on est à 5 fois plus. Si vous n'êtes pas familier, je vous invite à aller voir les plus de 700 codifications dans la nomenclature de l'INSEE. On peut aussi s'intéresser au nombre de salariés qui sont dans des sociétés à mission. Donc aujourd'hui, ce chiffre est de plus d'1 100 000, dont 900 000 en France. Et on a aussi essayé de regarder finalement quel était leur poids dans les différents secteurs d'activité. Et c'est là qu'un certain nombre de dynamiques apparaissent. Et donc sur cette troisième colonne, donc là on est vraiment dans chaque secteur d'activité, on dispose du nombre de salariés qui travaillent. Et on a essayé de voir dans chacun de ces secteurs la proportion de ces salariés qui étaient concernés par une mission, comme le disait Valérie, soit dans la maison mère, soit dans les filiales concernées. Et donc ce qui apparaît de manière notable et de manière parfois totalement décorrélée de la proportion des unités légales, c'est qu'on a 4 secteurs aujourd'hui qui dépassent le cap des 10% de salariés qui contribuent à l'exécution d'une mission. Donc vous avez en numéro 1 la production et distribution d'électricité avec 21%. On peut citer notamment Enedis et Électricité de Strasbourg. Ensuite, on a le secteur du transport avec quasiment 19%. On peut citer là aussi La Poste, la compagnie des transports strasbourgeois, de Riche, et puis certaines filiales locales de Transdev et Keolis. Et puis ensuite, sur les autres secteurs, on a la santé humaine et l'action sociale, vous le voyez, avec 16,5%, et on aura un éclairage de la FHP ensuite. Guillaume le rappelait, il y a beaucoup d'acteurs de ce secteur-là, Clariane, Colisée, Vivalto, LNA Santé, Santé et compagnie, et puis en 2025, Emeis. Et on termine par donc les activités immobilières avec plus de 13%. On peut citer là aussi le groupe Duval, Batigère, Séquence et les filiales du groupe Habitat en région. Si on regarde maintenant la répartition géographique, donc on l'a dit tout à l'heure, les régions, c'est 59% des sociétés à mission. C'est un chiffre qui progresse d'année en année. Et il y a des dynamiques intéressantes, notamment en Nouvelle-Aquitaine, avec une croissance du nombre de sociétés à mission de plus 22%.
suivi de Grand Est à 21%, et Auvergne-Rhône-Alpes et PACA à 15%. Donc on voit que vraiment la dynamique, on le disait tout à l'heure en introduction, elle est en région et avec vraiment des dynamiques très intéressantes. Alors ça, c'était donc les principaux chiffres clés. Vous les avez tous en détail dans le baromètre. Vous y retrouverez aussi, comme je le disais tout à l'heure, un regard des chercheurs sur l'innovation que peut favoriser l'adoption de la qualité de société à mission, ainsi qu'une photographie des sociétés à mission dans différents référentiels, notamment de durabilité qu'on vous présente ici. Alors dans ces 3 premiers référentiels, vous voyez en orange donc le nombre de sociétés à mission qui se sont engagées dans ces référentiels, et puis des données qui nous ont été fournies par nos partenaires sur finalement le score moyen de ces sociétés à mission par rapport au score moyen de l'ensemble des entreprises qui sont rentrées dans le référentiel. Et ce qu'on voit, c'est que les sociétés à mission ont des moyennes plus importantes. Et ce qui a été observé aussi par les chercheurs, c'est que la dynamique de progression d'une évaluation à l'autre est aussi plus forte pour les sociétés à mission. Et puis vous retrouvez encore dans 3 autres référentiels, là aussi, l'engagement des sociétés à mission sur des démarches qui sont évidemment complémentaires. Et on tient à remercier EcoVadis, Positive Compagnie, le Mouvement Impact France, Bilab France, l'Agence Lucie et l'AFNOR pour avoir croisé leurs données avec les nôtres. On termine, si vous ne l'aviez pas encore fait, donc vous pouvez scanner le lien, enfin le QR code qui vous dirige vers le contenu intégral de ce 9e baromètre. À distance, vous pouvez scanner, vous avez le lien aussi dans le chat. Et puis un dernier mot, Valérie. Et si vous souhaitez bénéficier de partage d'expérience, valoriser votre démarche, soutenir nos travaux, n'hésitez pas à adhérer à la SEM, c'est le 2e QR code. J'en profite aussi pour vous dire que nous allons lancer cette année une étude d'ampleur sur les impacts des entreprises à mission en interne mais aussi en externe. Donc suivez nos communications, voire postulez directement, écrivez-nous pour dire que vous voulez participer à cette étude dont les résultats seront communiqués lors de notre grand événement du 3 novembre prochain. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation de ces chiffres. Et nous allons maintenant passer à des témoignages. Vous pouvez l'applaudir. Donc cette partie témoignage de dirigeants qui se sont emparés du modèle, soit dans le cadre de la loi Pacte, soit en s'inspirant finalement de la loi Pacte. Et donc j'invite à me rejoindre à mes côtés Béatrice Noëllec de la Fédération de l'hospitalisation privée, et puis sur les fauteuils derrière nous, Anne-France Bonnet, secrétaire générale de la SEM, Luc Balleroy d'Opinionway, Thierry Duc de Keolis et Thomas Lebeu d'IDEX. Alors, le temps que tous nos intervenants prennent place, donc on va commencer, Béatrice, par un petit échange. Donc, vous l'avez vu, il y a 4 secteurs dont le nombre de salariés contribuant à une mission dépasse les 10%, et en particulier celui de la santé. Et donc, on a voulu interroger un de ces acteurs. Donc, Béatrice, vous êtes vice-présidente de l'Union européenne de l'hospitalisation privée, déléguée générale de la Fondation des usagers du système de santé et directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale de la FHP. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est la FHP ? Oui, bien, très volontiers. Merci. D'abord, merci beaucoup. Je voudrais vraiment adresser un grand remerciement à la communauté des entreprises à mission pour cette invitation, parce que c'est vrai que l'avis positif de l'OTI, c'est quelque chose de très récent pour nous. C'était le 7 janvier dernier. Et ça fait du bien, en fait, de faire partie d'une communauté. C'est très, très important pour asseoir la motivation à une démarche. Et de surcroît, alors, moi, je la trouvais quand même assez sexy, cette diapositive, parce qu'elle montrait combien la santé, les acteurs de santé étaient engagés. Moi, c'est quelque chose que je découvre, en fait, avec vous aujourd'hui. Et là aussi, c'est vraiment très important, parce que, pour le coup, ça montre qu'on fait partie d'un collectif.
Et ça, c'est vraiment fondamental. On ne fait pas ça seul. Alors, pour présenter très rapidement de la Fédération de l'hospitalisation privée, c'est une des 5 grandes fédérations hospitalières de France. Il y a la fédération publique, il y a la fédération associative, donc il y a, nous, la fédération privée, et il y a 2 autres fédérations plus petites, mais non moins efficaces, que sont les CLCC, vous connaissez tous Unicancer, les centres de lutte contre le cancer, et puis la fédération sur l'hospitalisation à domicile, portée et supportée par Elisabeth Hubert. Et on ne travaille pas en tuyau d'orgue, on travaille ensemble, les fédérations. On peut avoir évidemment des éléments de divergence, mais on travaille ensemble. Alors on représente 1030 cliniques et hôpitaux privés partout en France. On prend en charge quelque chose comme 9 millions de patientes et de patients chaque année, donc c'est beaucoup. On représente 35% de l'activité hospitalière de France. Voilà, donc on a un rôle effectivement de maillage territorial. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des difficultés d'accès aux soins. Donc évidemment, ce maillage territorial, on estime que 55 millions de Français vivent à moins de 30 minutes d'un hôpital privé, donc c'est vrai que c'est assez significatif. Et puis on a 122 services d'urgence, là aussi, vous connaissez tous le sujet de la crise des urgences, 122 services d'urgence qui prennent en charge 2,5 millions de patientes et de patients par an, donc en complémentarité et en coopération, j'insiste beaucoup de le dire, avec l'hôpital public. On a eu le Covid, quelqu'un en parlait, vous avez parlé du Covid très justement, où il y avait eu des coopérations très vertueuses. Malheureusement, parfois, avec le temps, les choses ont tendance à s'estomper un peu. Nous, on tient beaucoup à garder, effectivement, cette logique de coopération. Puis je terminerai en disant qu'on a 80 000 médecins libéraux qui travaillent notamment en médecine, chirurgie, obstétrique, parce qu'on a aussi de la psychiatrie, santé mentale et des soins de réadaptation. Et puis 150 000 professionnels, des infirmières et infirmiers, des aides-soignantes et aides-soignants à qui je veux rendre hommage, parce que dans un temps de pénurie de professionnels, ce n'est pas simple tous les jours. Le message est passé. Alors, vous le disiez, Béatrice, c'est une fédération professionnelle, oui. Donc a priori pas du tout dans le cœur de cible des sociétés commerciales de la loi Pacte. Alors pourquoi est-ce que finalement vous avez fait le choix de vous emparer de ce modèle ? Oui, vous avez raison, Johan. On n'était évidemment absolument pas contraints ou assujettis à le faire, mais on s'est dit que s'il y a bien un enjeu où la notion de mission de service public, d'intérêt général miroite, c'est quand même la santé, l'action sociale, etc. Et que quand on a des urgences ou quand on accueille 20% de patients CMU, AME, au passage, voilà, on défend l'AME, quand on porte aussi la notion de continuité des soins, ça paraissait presque de l'ordre d'une évidence, mais c'est pas arrivé comme ça sur un claquement de doigts, c'est vrai. Ça a été un long cheminement. Moi, ça fait pas mal de temps que je suis à la FHP, je dirais que c'est à peu près en 2017-18 qu'on a commencé à maturer la chose. Et puis finalement, après, on a créé un groupe de travail avec nos adhérents pour bâtir une raison d'être. On voulait pas que ce soit on est pour la paix dans le monde. On voulait pas que ce soit on est là pour bien soigner les Français. Oui, bon, on essaye. Donc on a fait une raison d'être un peu plus longue. Et après, on l'a inscrit dans nos statuts en 2022. Et puis après, on avait un petit sentiment quand même de frustration. Et on s'est dit, on va se faire accompagner pendant 1 an par le cabinet Profil, avec Geneviève Ferron, pour décliner de manière opérationnelle cette raison d'être et ses engagements statutaires. C'est ce qu'on a fait en 2023. Et en 2024, on s'est doté d'un comité de mission aussi, qui est présidé par la sénatrice Catherine Deroche, et c'est leur rôle, c'est très bien, qui nous challenge et qui nous aiguillonne très bien. Et c'est vraiment très, très important. Et en 2024, on s'est dit, maintenant, on se met au boulot. C'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit dans nos engagements statutaires et tout ce qu'on a décliné avec Profil, maintenant, on le fait. On essaye de le faire au mieux, avec des choses où on est plus avancé, d'autres où on l'est moins, mais on essaye de le faire. Et puis 2025, on s'est jeté dans le grand bain du contrôle par un OTI. Et on a eu la grande satisfaction collective le 7 janvier d'avoir un avis sans réserve d'un OTI qui a souligné notre dynamisme. Ça, c'était le point positif. Et le bémol, c'était un compliment aussi, vous avez quand même beaucoup d'actions. Attention à, sur la durée, maintenir un aussi fort niveau d'engagement,
parce que quand même, vous avez un peu chargé la barque. Voilà. Donc effectivement, vous appliquez l'intégralité du modèle par conviction forte. Exactement. Et comme on le disait, vous pouvez retrouver maintenant en particulier la FHP sur la liste des autres structures à mission qui ont fait le choix de s'emparer du modèle. Dernière question, Béatrice. Alors vous avez certains de vos membres qui étaient à mission avant vous. Comment est-ce que vous observez l'évolution des pratiques finalement avec des entreprises à mission qui sont moteurs de ces transitions? Oui, c'est vrai, vous avez raison. La première, en fait, à ouvrir le chemin en 2021, et d'ailleurs, ils nous ont été très précieux aussi. Je pense à Atika Alami, que peut-être certains d'entre vous dans la salle connaissent, qui est la directrice sur le sujet chez Vivalto Santé. Ils ont été les premiers, effectivement, à montrer le chemin. Et nous, effectivement, on n'a pas voulu être du tout impératif vis-à-vis de nos adhérents. C'était pas du tout. On voulait être inspirant. On s'est dit, si on est dans ce chemin-là, peut-être qu'on va amener aussi certains autres de nos adhérents, sachant qu'on a une grande diversité d'adhérents. On a des grands groupes, évidemment. Je parlais de Vivaldo, mais on a aussi des groupes régionaux et on a aussi des indépendants. Donc, dans cette grande diversité de modèles économiques et capitalistiques, on s'est dit, peu importe, on est sûr qu'on va... En étant nous-mêmes un peu modèles, on est sûr qu'on peut être inspirant. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ça, on ne l'a pas constaté tout de suite, parce qu'une fédération, on est d'abord une fédération employeur, on gère la convention collective, et puis on est là pour promouvoir un modèle qu'on juge intéressant et pour faire des propositions pour le système de santé. Ce dont on s'est rendu compte tous, avec Lamine Garbi, notre président, et puis avec toute l'équipe, c'est que vraiment le fait d'être dans ce cheminement, là aussi, nous aiguillonnait pour être sur des sujets d'intérêt collectif en santé qu'on n'aurait peut-être pas latéralisé, mais qu'on aurait peut-être porté avec moins de force que si on n'avait pas été sous-tendu par la mission. Et je pense à tous les enjeux des soins éco-responsables, de la santé durable et des soins éco-responsables. Je pense évidemment à la prévention, je pense à tout ce qui est aux enjeux de qualité, de pertinence. Je pense aussi au sujet de société, parce que les établissements de santé aujourd'hui, ce ne sont plus des forteresses, qu'ils soient publics ou privés. Ils sont ouverts sur la société et surtout, ils sont obligés d'être dans l'allée vert. Si on veut soigner les gens les plus éloignés du soin, on est dans l'allée vert. Et donc, les sujets de société, c'est pas à part. Par exemple, on a travaillé dans le cadre de la fondation dont je m'occupe, qui est présidée par Jean Leonetti, sur la lutte contre les violences faites aux enfants, parce qu'on est convaincu que les professionnels de santé ont un rôle majeur à jouer dans la détection, dans la prise en charge et dans la prévention des violences. Et donc, je pense que c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, vu que avec le recul maintenant qu'on a, c'est que ce chemin exigeant de la mission nous amène aussi vers des chemins, pas nouveaux, mais en tout cas à accompagner aussi ces grandes transitions environnementales, sociétales, sociales, parce qu'aujourd'hui, l'attractivité des métiers du soin, par exemple, chez les jeunes, comme on amène les jeunes générations d'aujourd'hui à aller vers les métiers du soin, c'est un vrai sujet, on va en avoir besoin. Et moi, j'ai une petite marotte et j'arrêterai parce que je suis trop bavarde, mais aujourd'hui, 80%, 85% des aides-soignants et des infirmiers, ce sont des femmes. Et je pense que si on disait aussi aux jeunes garçons que les métiers du soin, c'est aussi fait pour eux, voilà, qu'il n'y a pas une vision comme ça essentialiste des métiers du soin, c'est genré, très genré. Voilà, donc ça, c'est des messages aussi qu'on essaye de porter, comme effectivement aussi le fait que les femmes en santé aussi dépassent le plafond de verre, par exemple. Eh ben, merci beaucoup, Béatrice, pour cet éclairage sur les croisements entre les enjeux d'un secteur d'activité et puis une réponse innovante. Et maintenant, le temps d'un petit changement de scène. Je vais passer la parole à Anne-France, qui est secrétaire générale de l'ASEM. C'est à toi. Merci beaucoup, Johan. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur les propos de Béatrice et Johan. C'est vrai que ce modèle impulse beaucoup de créativité et au-delà des fédérations à mission, vous avez des contrats à mission, des territoires à mission, des associations à mission. Donc voilà, c'est vrai qu'au-delà des sociétés au sens strict, ce modèle inspire et intéresse. Donc je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Bonjour à tous, à ceux qui sont derrière les écrans, et puis à l'ambassade de Montpellier, je crois qu'il était là en nombre.
Au-delà d'être secrétaire général de la communauté, j'ai la chance d'avoir fait partie des cofondateurs de cette belle communauté en 2018. N'oubliez jamais que la communauté des entreprises à mission a été créée avant la loi Pacte. Ça, c'est le propre des dirigeants de toujours anticiper, puisqu'on était déjà sur le pont dès 2017 à la suite du rapport Sénart avec nos amis des mines ParisTech et d'autres. Et je suis également au quotidien par mon métier très ancré sur les sujets d'impact et de résilience des entreprises, puisque c'est mon métier à travers mon cabinet de conseil. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 ans, on a intégré un groupe de conseil en stratégie et en transfo, convaincu que l'impact et la résilience sont des enjeux de stratégie et de transformation. Alors, on vient d'entendre les résultats du baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission. Il montre un mouvement qui continue de progresser dans un contexte, lui, de plus en plus incertain. Mais est-ce que cela ne rappelle pas tout simplement que ce modèle a été imaginé précisément pour ça, une boussole de long terme pour mieux naviguer dans l'incertitude? Et je vous recommande de relire le rapport Nota Sénart parce que c'est précisément pour ça que ces modèles ont été créés. Alors, qu'est-ce que ça change de diriger une entreprise quand elle se dote d'une mission statutaire et d'une gouvernance dédiée? C'est la question que nous allons explorer maintenant pendant une demi-heure avec nos 3 intervenants. D'abord, Luc Balleroy, tu es directeur général d'Opinionway, acteur des études d'opinion et du conseil, qui accompagne entreprises et institutions pour mieux comprendre les attentes de la société. 130 collaborateurs, des fondateurs actionnaires aux côtés du groupe Les Échos Parisiens, qui est actionnaire majoritaire et filiale de LVMH. Je le précise que c'est intéressant pour une société à mission. Dans un métier où la lecture des signaux faibles est clé, la question de la mission, qui a été ancrée dans tes statuts en janvier 2025, prend une dimension particulière, et je vous relis la raison d'être d'Opinionway: conjuguer l'humain et l'innovation pour accompagner marques et organisations dans leur prise de décision vers un futur souhaitable. Ensuite, nous allons accueillir Thierry Duc. Thierry, vous êtes directeur du développement durable, de la qualité et de l'innovation chez Keolis Lille Ilevia, filiale du groupe Keolis. Keolis Lille Ilevia, 2700 salariés, exploite le réseau de transport en commun de la métropole lilloise, un service public du quotidien, au cœur des enjeux de mobilité durable. Keolis a été reconduit en octobre 2024 par la métropole européenne de Lille pour exploiter le réseau Ilevia jusqu'en 2031. Il s'agit donc d'un modèle de concession de services publics. Et dans ce contexte, la mission qui a été inscrite dans vos statuts en avril 2025 vient interroger très concrètement l'action. Là, à nouveau, je relis la raison d'être. Je ne peux pas vous lire tous les objectifs statutaires. Imaginer et déployer des mobilités sûres et durables au service de la métropole de Lille pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun. Et enfin, Thomas Lebeu, qu'on a le plaisir d'accueillir également, directeur général d'IDEX, groupe indépendant de plus de 6000 collaborateurs, avec un actionnariat structuré autour du management et d'un fonds d'infrastructure. IDEX est un acteur de référence des infrastructures énergétiques bas carbone, engagé dans la décarbonation des territoires à travers les réseaux de chaleur et les solutions énergétiques locales. Aujourd'hui, seul opérateur du marché verticalement intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies locales. La mission a été intégrée au statut à l'été 2025. Elle touche, elle aussi, au cœur du modèle. Je vous relis la raison d'être d'IDEX: accélérer la transition énergétique en valorisant des énergies locales bas carbone. Merci encore à vous 3 de nous partager vos intentions et votre vécu de ce modèle. Alors, sans plus tarder, on va venir à une première question. Vous avez chacun à peu près 2 minutes pour y répondre. Donc, si on revient au moment où vous avez décidé de devenir société à mission, quelles ont été les raisons qui ont motivé votre choix? Était-ce stratégique, culturel, ou une conviction personnelle, ou même une intuition personnelle? Qu'alliez-vous chercher dans ce modèle? Thierry, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Bonjour à toutes et tous. Ce qui nous a incité à nous lancer dans le modèle d'entreprise à mission, au moment d'ailleurs de l'appel d'offres, hein, vous l'avez dit, en 2023-2024, c'était 3 raisons prioritaires à ce moment-là. La première, c'est que ça permettait de prioriser nos enjeux environnementaux et sociétaux.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, parce que je m'occupe du développement durable, on a énormément d'enjeux, d'objectifs, beaucoup de réglementations qui arrivent et qui s'accumulent sur les entreprises. Donc à un moment donné, nos salariés, nos parties prenantes externes n'arrivent plus très bien forcément à comprendre effectivement quels sont les sujets qu'on adresse. Et donc être entreprise à mission, c'est déjà identifier nos enjeux prioritaires, quels sont nos premiers enjeux et qu'on identifie à travers des engagements statutaires. Donc on en a défini 4 et ça permet aujourd'hui plus clairement de communiquer et d'expliquer ce qu'on fait, d'être plus lisible. La deuxième raison, c'est la mesure de l'impact sur le territoire. Donc j'aime bien cette notion de mesure d'impact. Alors l'impact sur le territoire, quand on est exploitant des réseaux de transport public, il est évident, ça fait partie de notre ADN, hein. On est au cœur du réseau, on est au cœur du territoire. Par contre, on n'était pas forcément toujours dans une optique de mesurer l'impact en termes d'emploi, en termes de volume d'affaires qu'on a avec nos fournisseurs sur le territoire, en matière de mobilité, d'accompagnement des personnes fragiles, comment on les amène sur la mobilité, etc. Et donc, la mesure de l'impact, c'est quelque chose de nouveau, et ça, c'est ce qui nous a incité à le faire aussi, comprendre finalement, à répondre à la question en quoi est-ce qu'on est utile, au-delà d'être exploitant des réseaux de transport public. Et la dernière raison, c'est peut-être celle avec laquelle j'aurais dû démarrer, c'est la transparence. Le modèle de gouvernance d'une entreprise à mission, c'est un modèle très exigeant qui nécessite d'être très clair sur nos actions et nos résultats, avec en plus un double mécanisme de contrôle, d'évaluation et de contrôle, avec le comité de mission et l'ETI. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, parce qu'il faut qu'on rende compte au-delà de notre client qui est la métropole, sur lequel on a l'habitude de travailler, hein, on a un contrat avec la métropole. Là, on a un enjeu vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes très clair, et donc il faut être très exigeant, très, très transparent. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup intéressés. Merci Thierry. Donc lisibilité, objectivité et transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes, et en particulier de la métropole de Lille. Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les raisons et la genèse ? Nous, on fait partie de ces sociétés d'information et de communication qui sont surreprésentées dans les entreprises à mission. En 2024, on avait pour objectif, à l'occasion de nos 25 ans, de changer à la fois notre identité de marque et notre signature. Et puis en se pensant sur le sujet avec l'ensemble des membres du COMEX, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un plan stratégique à 5 ans qui porte aussi ce que nous allions devenir, et en nous plongeant à la fois sur l'évolution de notre métier, notre histoire, nos valeurs. Alors on s'est rendu compte qu'on faisait déjà beaucoup de choses en matière de RSE. Et puis aussi, on a pris conscience que, je pense qu'on l'avait, mais on ne l'avait pas formalisé comme ça, qu'en tant que producteur d'informations et tiers de confiance, on avait un rôle dans la transformation de la société. Et la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui pourrait nous porter, nous guider, cadrer cette forme de pouvoir que l'on a sur effectivement la manière dont la société, les organisations pour lesquelles nous travaillons, qu'elles soient publiques ou privées, les entreprises, on pouvait effectivement les accompagner et prendre cette responsabilité de notre côté. Voilà comment on est devenu. Alors effectivement, il y a aussi de la conviction personnelle, tu le demandais. Moi, je travaillais pendant plus de 8 ans à côté du comité 21 pour un marketing responsable, persuadé que si les entreprises ne s'emparent pas de cette question du développement durable dont vous avez parlé, il y avait assez peu de chances que les choses bougent. Donc voilà, il y a aussi de la conviction personnelle derrière tout ça. Parfait, merci Luc. Donc conviction personnelle et encadrer notre pouvoir. Et on finit sur cette question avec Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, la décision en 2025 de devenir entreprise à mission, elle repose sur plusieurs points. Le premier, c'était que c'était le moment. En fait, l'entreprise, en 2020, on a lancé un projet d'entreprise qui s'appelle toujours IDEX 2030. Cette entreprise, elle s'est beaucoup transformée. Vous avez dit qu'on était un peu plus de 6400. On était 3500 en 2020, donc il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de développement. Puis une entreprise, pour ceux qui connaissent le monde de l'entreprise, elles ont besoin de projets. Il ne s'agit pas simplement de mettre des objectifs commerciaux, des objectifs d'excellence opérationnelle. Il faut que les gens ils vivent ce projet. Et donc on avait lancé ce projet. Et dans ce projet, on avait écrit notre mission, qui était ce qui est devenu notre raison d'être. Donc c'était il y a 5 ans. Et à ce moment-là, des conseils, même des gens en interne, nous avaient dit qu'il faut absolument devenir entreprise à mission. Et moi, finalement, faisant mon projet d'entreprise, lançant beaucoup de process pour suivre nos résultats en RSE, nos résultats commerciaux, nos résultats sur les opérations, en ayant cette mission et en essayant de l'incarner avec le comité exécutif et le maximum de managers, on n'avait pas senti le besoin. 2030,
2020, 2025 au milieu, il faut lancer dans les entreprises un nouveau souffle. Il faut faire vivre ce feu sacré. Et là, l'entreprise à mission, ça a permis d'ancrer tout ce qu'on avait raconté depuis 5 ans. On a gardé la même mission, qui est devenue notre raison d'être. Et ça a permis à nos collaborateurs de montrer que le cap qu'on avait initié en 2020 et qu'on se fixait pour 2030, il avait un jalon qui était 2025 avec l'entreprise à mission. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est assurément de la conviction des dirigeants d'IDEX, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'en 2025, un petit air de backlash écologique est venu outre-Atlantique avec le drill, mais pas seulement. On peut citer beaucoup d'hommes politiques, que je ne ferai bien évidemment pas ici, mais un ancien ministre de l'Intérieur avait expliqué il y a une dizaine de mois que finalement, vu la situation économique du pays, l'environnement et le renouvelable, c'était peut-être pas le moment. Nous, on a décidé d'ancrer ça dans nos statuts vis-à-vis de nos collaborateurs, pour leur montrer que ce qu'on racontait n'était pas simplement opportuniste, puisque ce sentiment de fierté qu'ils avaient, en tout cas je l'espère, chez IDEX, on l'ancrait, la direction l'ancrait. C'est aussi pour nos parties prenantes. Vous avez dit tout à l'heure qu'on est une entreprise sous fonds, donc on a un actionnariat qui est un fonds. Et les entreprises sous fonds, elles ont vocation à changer l'actionnaire. Donc quand vous ancrez dans vos statuts, les gens qui vont investir dans l'entreprise savent quelle est votre mission. Et pour nous, c'était hyper important. Et troisième point, c'était vraiment de la conviction totale des dirigeants. Et on aime à dire que chez IDEX, on ne peut pas être soit un climato-sceptique, soit pas vouloir travailler pour décarboner les territoires, puisqu'autrement, on serait relativement malheureux. Puis enfin, un troisième point, quand on est un directeur général d'une entreprise comme IDEX, on veut se développer. Et moi, j'espérais, on en parlera peut-être tout à l'heure, que ça serait un point de différenciation commerciale et que ça nous permettrait, à moyen terme et j'espère à long terme, de nous différencier de concurrents qui n'affichent pas de telles ambitions. Voilà les 3 raisons, en tout cas. Très clair, merci beaucoup. Donc, nouvel élan, singularité, c'est ce que je retiens de vos propos. Si on rentre un peu plus dans le moteur, dans le capot, si on soulève le capot, en fait, beaucoup d'entreprises regardent la société à mission avec intérêt, mais aussi avec prudence. Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'entreprise? Que fait-on différemment en termes d'arbitrage, de relations avec l'écosystème, de pilotage de la performance, de ressenti du sens au travail, de dynamique d'innovation? Peut-être que vous pouvez nous partager ce que vous ressentez, même si finalement vos sociétés respectives sont sociétés à mission que depuis 1 an, même si la gestation est bien antérieure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des premiers ressentis? Thierry, peut-être on peut commencer avec vous. Effectivement, on n'a que 12 mois de recul. Alors, ce qui est intéressant, peut-être très concrètement, c'est qu'il y a des sujets, des actions qu'on menait déjà au regard de nos engagements statutaires, mais qui étaient sous le radar, c'est-à-dire qui n'étaient pas au cœur de notre activité, qui n'étaient pas sur notre cœur de business, et qui tout à coup sont mis sous les sunlight. Donc, on commence à en parler, parce qu'on fait le lien avec les engagements. Et donc, il y a évidemment de nouvelles actions qu'on met en œuvre, et elles sont surtout échangées, discutées et décidées en comité de direction. Donc maintenant, ça devient un sujet entreprise, alors qu'avant, il y avait peut-être des experts, des managers, des gens qui étaient motivés et qui lançaient des initiatives, mais qui n'étaient pas forcément reconnus, qui n'étaient pas forcément favorisés. Je prends un exemple, c'est la féminisation des métiers. Je prends cet exemple parce que tout à l'heure, vous avez dit, madame, que dans les métiers de la santé, l'objectif, c'est d'inciter les garçons à postuler. Nous, on a l'effet inverse. Dans le secteur du transport, on est un peu en retard sur le sujet, donc on a un taux de féminisation qui est assez faible. Donc c'est un sujet qui était auparavant, j'allais dire, sur la table au niveau de la direction des ressources humaines. C'est un sujet de recrutement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet entreprise. Voilà, ça fait partie de nos objectifs opérationnels. Nos objectifs opérationnels, et donc on s'en empare de manière plus large, notamment la communication externe. On vient de lancer une campagne il y a quelques jours sur la externe, sur le titre "Vous êtes où les filles", pour interpeller un peu les femmes, en disant il y a des métiers chez nous et que voilà, vous pouvez postuler. Et c'est aussi un sujet qui est devenu managérial auprès de l'ensemble des directeurs, en disant comment est-ce qu'on peut faire essayer et favoriser la promotion interne et faire en sorte que les femmes puissent accéder à des postes à responsabilité, alors qu'aujourd'hui, pour des raisons qui sont identifiées, elles ne postulent pas forcément parce qu'elles n'ont pas forcément des formations adéquates, etc. Donc concrètement, il y a des sujets qui aujourd'hui sont des sujets d'entreprise et qui étaient apparemment des actions, des initiatives qui étaient lancées de manière un peu isolée et pas forcément pilotées de manière au cœur. Voilà, c'est ce que je peux voir déjà très concrètement ces derniers mois. Donc c'est un élargissement du concept de la performance, en fait, et qui remonte au niveau des instances dirigeantes. Merci Thierry.
Thomas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous constatez ? Nous, encore une fois, je pense qu'on a mis le cadre de l'entreprise à mission depuis 5 ans. On a vraiment processé cette entreprise. Il y a des indicateurs un peu partout. Alors des indicateurs pas que financiers, hein, des indicateurs, dès lors qu'on a des objectifs, on a des indicateurs, on les suit. Et donc ça, on l'a dans notre comité de mission, on a choisi des sujets. Et finalement, par rapport à ce que disait Thierry, ça n'a pas apporté cette lourdeur que peuvent peut-être ressentir certaines entreprises, de dire il faut suivre des KPIs. Nous, c'était plutôt positif, en tout cas vu de la direction générale, d'avoir ce comité de mission qui est une sorte de comité de critical friends, d'avoir des gens de l'extérieur. On a choisi vraiment avec vraiment minutie et intérêt les membres et chacun des membres de ce comité de mission. Il est présidé par Anne de Bézère. Et on a vraiment, en tout cas moi, j'y trouve cet espace pour échanger sur des sujets. Et là encore, on a expliqué au comité de mission que moi, ils n'étaient pas là pour suivre 250 KPIs et nous dire si on était bon ou pas bon. Il y a tous les sujets qui sont légaux qu'on doit réaliser, mais on a choisi des grands thèmes cette année, typiquement la fidélisation et l'attractivité pour nos métiers, la différenciation sur l'innovation et aussi sur le discours apporté pour faire connaître nos métiers. Et donc ça, on a des thématiques comme celle-là qui sont suivies par les comités. Donc ça, c'est vraiment le point qui est important pour nous. Et puis le deuxième point, je vais donner encore quelque chose de positif. Moi, j'ai été assez étonné, même si maintenant je le comprends, de l'intérêt de l'ensemble des collaborateurs. Quand on va sur le terrain, le fait d'être entreprise à mission, ça suscite beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Alors donc c'est aussi parce que depuis 5 ans, on rabâche sans doute notre mission et en tout cas notre raison d'être. Mais voilà, moi je pense que c'est ce côté de pouvoir, pour une direction générale, avec son comité de mission, s'il est bien composé, d'avoir un moment un peu en dehors de sortir la tête du guidon et discuter sur des sujets qui sont stratégiques, puisque nous, vous l'avez compris, c'est complètement lié à la stratégie de l'entreprise. Donc, merci Thomas de réinsister là-dessus. C'est vrai que cette gouvernance très particulière et atypique qui est non décisionnaire, mais prescriptive, qui est le comité de mission, s'il est bien pris, il est très apporteur de valeur et vous nous l'aviez beaucoup... vous aviez insisté là-dessus lorsqu'on avait préparé ces échanges. Merci pour ça. Et terminons avec Luc sur qu'est-ce que ça change, surtout avec l'IA qui surgit dans nos vies et dans votre secteur peut-être. C'est un peu ça. Nous, c'est pareil, on est rentré, on est devenu entreprise à mission en février de l'année dernière. Donc le recul, comme vous, il est assez maigre, mais effectivement, c'est arrivé de manière concomitante avec le surgissement de l'IA dans nos métiers. Et qui pose beaucoup de questions, sachant que, comme vous l'avez dit, notre mission, c'est conjuguer l'humain et l'innovation. Et c'est vrai que, à la fois, cette raison d'être, mais aussi les objectifs statutaires, nous ont servi, là, au cours de l'année qui vient de se passer, à orienter la manière dont on s'approprie l'IA au sein de l'entreprise, à faire des choix entre ce qui est possible, ce qui est permis et ce qui est proscrit. Et c'est un enjeu important, et ça nous a d'ailleurs conduit à être le premier institut à définir une charte IA qui s'inspire beaucoup à la fois cette raison d'être et effectivement de ces piliers que sont les objectifs statutaires pour définir des règles. Peut-être que demain on créera d'ailleurs un label qui s'appelle non pas Made in France mais Made by Humans, peut-être. Peut-être que ça méritera le cas, mais en tout cas ça nous a beaucoup servi à définir effectivement cette charte et un certain nombre de prises de parole assez fortes qu'on a fait sur le sujet, notamment sur les intersynthétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui posent problème sur la production d'informations, parce que comme je l'ai dit, on est un tiers de confiance. Et donc ce que l'on produit, il faut que ça soit pertinent, représentatif et fiable, et c'est la raison d'être là pour le coup de l'ensemble de notre métier qui est en jeu. Le deuxième impact que ça a eu, c'est que nous sommes une des rares entreprises, je crois même la seule, institut d'études, à aujourd'hui être entreprise à mission. Donc c'est une singularité. On voit bien que ça a un écho auprès des commanditaires. Ça nous donne plus de poids dans nos prises de parole sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et puis ça pèse dans les appels d'offres, dans la crédibilité de toute notre démarche RSE par ailleurs. Alors,
je ne le chiffre pas, mais on voit bien que c'est à la fois aspirationnel et ça impose le respect, en fait, très honnêtement. Et puis, vous l'avez cité, ça a un impact sur les collaborateurs, pas tous. Il y a ceux qui ont besoin de sens, et c'est vrai que ça a un impact sur ceux-là, et c'est notamment aussi en termes de recrutement. C'est une singularité qui représente bien ce que l'on est au fond, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une transformation. Le fait d'être devenu entreprise à mission, ça s'inscrit dans un chemin où depuis longtemps, depuis la création et même avant mon arrivée d'ailleurs chez Opinionway, il y avait une sensibilité à la fois sur ces questions d'environnement, beaucoup sur ces questions sociétales. Merci Luc. J'ai une question pour Johan, j'ai encore 2 questions. Est-ce qu'on a le temps? Parce qu'on nous a piqué 3 minutes. Okay. D'accord, très bien. Alors, je continue, parce qu'on avait une question intéressante à partager avec vous. On va parler un peu des tensions. Donc, on parle beaucoup de l'enthousiasme autour des sociétés à mission, mais où sont les vraies difficultés? Quelles sont les tensions que met en lumière votre mission? Dites-nous sincèrement ce qu'il en est. Thomas. Je ne sais pas si c'est une tension en interne, mais moi, le sujet, et ça va filer ce que disait Luc à l'instant. Alors moi, dans le sens inverse, je vous ai dit tout à l'heure que nous, notre objectif, c'est de nous développer. Une entreprise, elle doit se développer. Et sur le secteur dans lequel on est, avec la mission qu'on a, c'est un développement vertueux, donc tout va bien. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que le 3e objectif que je m'étais fixé, c'était que ça nous serve à nous différencier. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors c'est un peu à la française. Hein. C'est le cas quand on discute quand on discute tranquillement. Vous savez, quand vous rencontrez des élus, notamment des grands élus, on prépare un dossier avec qui vous êtes, votre société. Et moi, depuis 1 an, j'ai vraiment, encore une fois, été frappé par l'intérêt des grands élus ou d'industriels à nous parler. Vous êtes devenu entreprise à mission, c'est super. Racontez-moi un peu une discussion comme celle-là, c'est informel. Vraiment, c'est génial. Et puis quand il y a les appels d'offres, ça vaut rien. Rien. Non mais rien. Et on vous raconte qu'il faut absolument vous préparer avec des consultants pour mettre en avant. Et en fait, les services techniques et les AMO, les assistants à maîtrise d'ouvrage dans des délégations de services publics, pour ceux qui le savent, c'est le sujet. Ils disent, OK, c'est cherry on the cake. Quoi. Bon, ils ont décliné leur truc sur la transition énergétique. Et puis, donc moi, c'est pas un problème pour le moment. Et je crois qu'il faut persévérer et il faut continuer. Mais en tout cas, c'est plutôt ce constat que on trouve ça génial, mais on ne le valorise pas. Et donc la différenciation, moi, je ne la vois pas. Mais, encore une fois, il faut persévérer et je pense que ça le fera. Mais c'est ça un peu, moi, ma déception, en tout cas le point négatif, si tant est qu'on puisse dire que ce soit négatif. Je pense que ça fait écho chez bien d'autres sociétés à mission. C'est vrai qu'il n'y a pas de prime à être société à mission dans le cadre d'une commande publique. Thierry, qu'est-ce que vous avez à nous partager sur les tensions ? Alors les tensions, c'est un grand mot, mais ça a peu d'actualité. Là, les membres du comité de mission vont éditer leur premier rapport de mission, là, pour le mois de mai. Et donc on va afficher et communiquer sur nos résultats. Donc on a 4 engagements statutaires, mais 11 objectifs opérationnels, et donc 11 indicateurs. Et donc afficher les résultats d'indicateurs, pour nous, et notamment le diffuser, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, et donc il y a une fébrilité à se dire, donc nos indicateurs doivent refléter effectivement la réalité, doivent être fiables, robustes. Et donc il y a tout un travail qui a été fait de gouvernance de la donnée, pour nous assurer qu'effectivement la construction, la collecte de la donnée, la mesure pour pouvoir collecter ces indicateurs-là soit fiable, robuste. Et puis encore une fois, ça renvoie à la transparence. Là, on doit. Alors certains l'étaient déjà. Je ne dis pas que nos indicateurs n'étaient pas fiables, mais sur certaines actions qui sont les actions qui étaient des actions qui n'est pas cœur de métier. Donc il a fallu bien vérifier et s'assurer que ces indicateurs-là, avec cette mesure-là, étaient fiables, notamment dans le cadre de ce rapport de mission qui va bientôt être édité. Voilà. D'ailleurs, Thierry, en rebond, c'est très intéressant de voir que certaines sociétés à mission fusionnent les directions financières et les directions de l'impact, justement pour fiabiliser la donnée et donner un tempo différent à ces sujets-là. Ouais, pour l'anecdote, notamment les consommations énergétiques, parce c'est un sujet important pour nous au regard des émissions de gaz à effet de serre, qui était un sujet qui a toujours été suivi d'un point de vue financier, les consommations, les kilowattheures, combien que ça nous coûte. Aujourd'hui, le centre de gravité revient plutôt au niveau du développement durable, le management de l'énergie revient au développement durable. On n'oublie pas le côté financier, c'est un coût, mais on va regarder plutôt sur le prisme de l'efficience énergétique, de l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre, et ça c'est aussi un effet induit de l'entreprise à mission. Très intéressant.
Donc cheminement inverse pour être vraiment dans un concept de double matérialité et non pas de matérialité simple. Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tensions ? Alors, c'est pareil, on a un peu de recul, mais on n'a pas tant de tensions que ça. D'abord, la mission, la raison d'être et les objectifs, ils ont été définis avec pas l'ensemble des salariés, mais pas loin. C'est-à-dire qu'avec toutes les strates des collaborateurs qui composent la société, on est 130, c'est peut-être plus facile. Et donc, il n'y a pas de choc interne, de difficulté à partager ce vers quoi on veut aller. La deuxième chose, c'est que la mission telle qu'on l'a construite, on a été très très bien accompagné par un très bon cabinet, a été faite pour ne pas rentrer en conflit avec ce qui est le cœur et l'essence même de notre métier. C'est-à-dire qu'on doit être, comme j'ai dit, un partenaire de confiance, un tiers de confiance qui produit de l'information, mais qui doit être objective, neutre, sans vision dogmatique, ni a priori. Donc, ça veut dire pour ça qu'effectivement, on est là pour éclairer les entreprises à la fois sur ces enjeux sociétaux et environnementaux, parce qu'ils conduisent à ce qu'est la performance aujourd'hui, mais surtout demain des entreprises, leur pérennité. Donc on est là pour le faire, mais on doit le faire effectivement avec, en n'étant pas ni prosélyte, ni en ayant une vision qu'on veut imposer de la société, d'où l'ambiguïté sur ce futur souhaitable. C'est-à-dire qu'on est là pour les éclairer. Par exemple, on va lancer une typologie des Français et du développement durable qui va sortir là d'ici quelques semaines, et on va proposer à tous nos clients de lire l'ensemble des résultats à l'aune de ce que disent les différents groupes de Français sur ce sujet. Donc c'est un moyen de les sensibiliser, mais à nouveau sans vision dogmatique sur ce que doit être ce futur souhaitable. Ce n'est pas notre rôle. La difficulté qu'on a est un peu la même que la vôtre. C'est la production de données, étonnamment. L'Institut d'études, la plus difficulté, c'est les indicateurs et la production de données, parce qu'il va falloir demander à chacun de rassembler des données, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, à ce stade, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Alors, pour laisser de la place à vos questions, j'ai envie de vous poser une dernière question, plutôt une question de conclusion. Si on se projette en 2030, alors 2031 pour Thierry, puisque c'est là où l'accord de concession s'arrête. Et donc, disons 2031 pour tous les trois. Comment vous regardez votre entreprise, votre projet ? Quel regard vous portez sur ce mouvement dont vous êtes l'un des acteurs ? Vous êtes à une terrasse de café ou en réunion. Voilà, projetez-vous. Et on va démarrer par Thomas. Alors, en 2031, au regard de ce que j'ai dit, c'est que, tout ce sujet de backlash écologique, on se dira que vraiment en 2024, on était un peu stupide et qu'il fallait vraiment lancer le mouvement. Le deuxième point, c'est de se dire et qu'on soit convaincu que et pour l'adaptation au changement climatique, et puis il ne vous a pas échappé qu'on était aussi aujourd'hui au ministère de la souveraineté énergétique, thème malheureusement hyper important en ce moment, qu'on se dise que ça aussi, on y arrivera grâce notamment aux renouvelables. Et puis, si on a une terrasse de café, j'aimerais bien vous payer un coup pour vous dire que IDEX est le leader européen de la transition énergétique et des infrastructures bas carbone. Je ne sais pas si ça va voir trop avec l'entreprise à mission, mais en tout cas, c'est la mienne. Merci pour votre optimisme, Thomas. Thierry ? 2031, moi je souhaiterais que notre impact sur le territoire de la métropole européenne de Lille soit connu, reconnu et comprise de tous les habitants. Voilà, si on arrive à ça, c'est que notre entreprise à mission, ça nous aura bien aidé. Donc reconnaissance et lisibilité de l'impact. Et enfin, Luc ? C'est une question pas facile, mais en 2030, moi j'aimerais deux choses. Un, on a parlé de l'enjeu de l'IA, il est colossal pour notre métier. Donc je souhaiterais qu'effectivement on ait réussi à intégrer l'IA tout en préservant ce qu'on a dit, l'humain et l'innovation chez nous. Et ça, c'est un enjeu important parce que quand je dis préserver l'humain, c'est aussi intégrer des jeunes et les former. Parce qu'en fait, l'IA va surtout déstructurer, détruire de l'emploi chez les plus jeunes, puisqu'en fait, ce sont des assistants extraordinaires. Donc en fait, ça, j'aimerais qu'effectivement on ait réussi à faire ça et peut-être à nous transformer dans ce que veut dire le terme accompagner les entreprises.
Et la deuxième chose que j'aimerais regarder, c'est que, en fait, nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, en fait, que toutes celles qu'on a accompagnées, toutes celles qu'on a éclairées sur ces enjeux sociétaux et environnementaux, en dépit de ce que tu disais, Thomas, c'est-à-dire le backlash momentané, les a amenés à assurer leur pérennité, parce que, en fait, ces enjeux-là, à la fois sociaux, environnementaux, et quand je dis sociaux, l'IA en fait partie, eh bien, en fait, ils sont majeurs. Donc voilà, j'espère qu'on les aura éclairés de manière pertinente, en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Je vois qu'il est 0-0. C'est parfait. C'est parfait. On peut les applaudir. Merci à tous les trois. Merci Anne-France. Restez là. Donc, on rentre dans la partie questions qui portent sur l'intégralité de ce qu'on vous a présenté depuis 9 heures. Il y a déjà des questions à distance. Nous avons Agathe et Géraldine qui vont circuler avec des micros dans la salle. Bien évidemment, questions courtes. On compte sur vous. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient s'exprimer? Nous avons Vivien qui souhaite poser la première question. Le micro arrive. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Vivien Pertuso, je vais faire une question et une recommandation, une suggestion pour le baromètre l'année prochaine. Question pour vous, Thierry Duc. Il y a plusieurs entreprises de Keolis, plusieurs filiales qui sont sociétés à mission. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres? Est-ce qu'il y a un effet d'expérience qui se fait ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez explorer par la suite? Et suggestion pour l'année prochaine, ce serait de voir le nombre d'entreprises à mission qui ont modifié leur mission d'un point de vue statutaire, que ce soit la raison d'être ou les objectifs statutaires. Ce serait intéressant de voir aussi cette modification-là. Merci. Vivien. Alors oui, très concrètement, on a d'autres filiales du groupe Keolis qui sont en entreprise à mission, pas toutes. En fait, c'est un choix qui est laissé à chaque filiale. Donc le groupe Keolis, c'est plutôt un groupe décentralisé. Donc il n'y a pas le groupe Keolis n'est pas en entreprise à mission. Donc les filiales le sont si elles le souhaitent. Et donc oui, on a une direction RSE Group qui nous réunit régulièrement l'ensemble des directeurs de développement durable et des personnes en charge de la RSE. Et on échange entre autres aussi sur notre aventure entreprise à mission qui est assez récente. Pour nous, pour Lyon, Bordeaux a un peu plus d'expérience. Elle démarre sa 3e année. Et donc bien sûr qu'on regarde un peu ce que font nos autres collègues des autres régions, notamment aussi sur l'aspect engagement des salariés et des collaborateurs. Voilà. Parce qu'on n'a pas, on ne l'a pas dit, mais nous on est en 12 mois et on n'a pas encore vraiment travaillé sur la diffusion, l'explication auprès des 2700 salariés. C'est un gros travail. Et donc ça c'est quelque chose entre autres, on échange entre nous et voir un peu comment on fait adhérer, comment on embarque les collaborateurs avec nous. Merci beaucoup pour la réponse. On va alterner avec des questions à distance. Caroline. Je me fais le relais des questions à distance, donc n'hésitez pas pour ceux qui assistent sur Zoom. Une question sur l'évolution du dispositif pour les grands groupes. Comment est-ce qu'on se positionne sur le statut à l'international ? Alors, sur la question des groupes, ce qu'on observe, c'est que il y a toutes les configurations possibles. Parfois, c'est la maison mère qui est à mission. Parfois, c'est une ou deux filiales. Et puis après, ça remonte à la maison mère. Des fois, ça se transmet à toutes les filiales. La question, c'est quel est le degré de commun entre l'ensemble des structures du groupe. Parfois, il y a la même mission pour toutes les entités, mais pas le même modèle opérationnel derrière. Parfois, chacun a sa mission propre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'appropriation par les groupes est très singulière et appartient à chaque stratégie. Et comme Valérie le présentait tout à l'heure, sur les 1 106 000 salariés qui sont concernés par une mission, il y en a déjà 200 000 qui ne travaillent pas sur le sol français, qui travaillent à l'étranger et qui finalement sont déjà des ambassadeurs de ce modèle-là. Et Thomas et Guillaume l'ont évoqué tout à l'heure sur la dimension européenne. Finalement, la mission, elle existe déjà à l'étranger à travers ces filiales, mais ça passera aussi par une reconnaissance de ce modèle chez les institutionnels d'autres pays qui ne connaissent pas forcément le degré d'exigence de notre modèle par rapport à d'autres qui existent déjà dans certains pays. Et on voit typiquement que les Belges vont s'inspirer du modèle français dans une transposition dans le droit belge. Alors, une deuxième question. Alors, à vous, monsieur.
Bonjour, Steve Dusselier, je suis dirigeant d'une entreprise adaptée, une entreprise membre de l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la notion du prix et vous avez expliqué qu'à date, ce n'était pas forcément un sujet. Moi, je trouve pourtant que c'est le sujet essentiel. Tant que les prix ne seront pas revalorisés dans l'achat de prestations responsables ou socialement responsables ou d'entreprises à mission, on n'aura pas, pour moi, atteint l'objectif. Quand on achète un produit, un service à tarification basse, il y a toujours un prix, soit pour l'environnement, soit pour la société, soit pour les parties prenantes, soit pour l'État, soit pour les collectivités. Donc j'aimerais avoir votre éclairage sur ce sujet. Comment règle-t-on cette problématique du prix où on a encore un choix qui est déterminant sur cet indicateur? Est-ce que vous voulez rebondir? Clairement, et de toute façon, ça fait écho au discours du ministre tout à l'heure qui disait qu'il veut aussi valoriser ce qui est fait dans des bonnes conditions et en particulier sur le sol français. Donc ces événements-là, tels que le baromètre aujourd'hui et puis l'événement qu'on organisera en novembre, ça a vocation aussi à faire comprendre de l'investissement que c'est et aussi de la qualité du travail qui est fait pour innover par rapport aux tensions qui peuvent émerger parfois entre la réalité et l'ambition à long terme. Donc c'est aussi le rôle de la communauté, évidemment, d'aller porter ce discours-là auprès des institutions pour faire en sorte que ça soit reconnu à son juste prix. Et plus le modèle de société à mission sera diffusé dans la culture économique française, plus évidemment, on espère que les consommateurs feront ce choix-là. Maintenant, je n'ai pas de baguette magique aujourd'hui pour vous dire demain, évidemment, tout le monde tiendra compte de ça, mais notre rôle, que ce soit dans les territoires avec nos ambassades ou auprès des ministères, c'est évidemment de sensibiliser à cette question-là. Et comme vous êtes en direct devant des centaines de Français à travers la France, eh bien, évidemment, tout le monde s'en fera l'écho. Oui. Vous avez raison, cette question du prix, elle est essentielle. Elle est le nerf de tout. On le voit bien dans tous les secteurs d'activité, dans les secteurs des services. Maintenant, elle devient aussi un enjeu avec l'IA. C'est pour ça que tout à l'heure, je plaisantais en disant Made by Human, mais c'est une question. On le voit bien, nous, aujourd'hui, déjà apparaître. Dans un secteur comme le nôtre, il y a une certaine attraction pour ce qu'on va dire le goût neuf, c'est-à-dire des études à la fois plus rapides, bien moins coûteuses, et faite par l'IA, avec une acceptation de ce qu'est finalement une approximation de la réalité. Et c'est vrai que c'est un enjeu fort, puisque derrière, la question, c'est beaucoup la question quand même du prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre mission, elle va nous servir. Elle nous sert à prendre la parole de manière forte sur le sujet, parce que la raison d'être de notre métier, c'est quand même, non pas le prix, mais la vérité de ce qui est produit. Et donc c'est un enjeu, et c'est vrai que ça pose la question des labels, du poids des labels, notamment dans la commande et publique et privée, et des arbitrages qui sont faits. Enfin, je pense que. Enfin, moi, je pense que plus que des labels, il faut de la réglementation. Enfin, encore une fois, vous savez, enfin, on a tous des. Pour reprendre ton exemple, autour d'un café, on a plein de bonnes idées. Et quand il faut se battre et quand il faut choisir, c'est souvent le prix. Il faut réglementer. Il y a plein de secteurs qui ont vécu ça. Je pense notamment à, par exemple, l'assainissement en France. Enfin, moi, je ne fais pas ça, mais les villes vont commencer à assainir quand ça coûtait plus cher de polluer que de dépolluer. Donc, pour ces sujets-là, il faut arriver à faire du lobbying pour que toutes les notations, notamment dans les appels d'offres publics, mais il y a des obligations de mix énergétique, de taux d'insertion, de parité. Parce que malheureusement, je ne crois pas que la bonne foi et la conscience fassent avancer le sujet. Alors avant de retourner en ligne, on avait une autre question dans la salle, je crois. Oui, Sophie. Donc Sophie Corbel de Suricat Consulting, vous m'entendez ? En rebond avec ce qui a été dit par le ministre et par vous-même, donc on parlait que la raison d'être devient une raison d'y être, d'en être. Est-ce que vous pouvez nous partager comment vous avez acculturé, permis l'appropriation et la mise en action par cette puissance des collaborateurs qui atteint maintenant 1,1 million. Donc voilà, peut-être un partage d'expérience de là où vous en êtes et ce que vous prévoyez de faire pour qu'ils activent cette préférence, cette différence. Ce que je disais moi précédemment, c'est que c'est justement un chantier qu'il faut qu'on démarre.
Les 12 premiers mois, on a travaillé la feuille de route, les indicateurs, les actions qu'on allait entreprendre. Maintenant, c'est le chantier qu'on doit lancer. Je pense qu'on le fera sur les actions qu'on mène et sur les preuves. C'est plutôt de notre ADN que d'expliquer aux salariés. Quand on fait ça, on est en lien avec nos engagements. Et donc, c'est des choses très concrètes qu'on va leur proposer, des actions qu'on mène, plutôt que des concepts ou plutôt que des phrases. Parce que les engagements statutaires, ça reste comme des phrases. Donc, on les a travaillés. Et aujourd'hui, il faut que je pense pour les salariés, il faut les rendre des choses très très concrètes. Quand on fait ça, on est en ligne. Et juste pour le rappeler, parce qu'on était en appel d'offres, donc on n'a pas. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont travaillé leurs engagements statutaires en collaboratif avec leurs salariés. Il y a des entreprises qui ont été très dans le collaboratif pour les identifier. Nous, ça peut être notre cas parce qu'on l'a fait pendant un appel d'offres. Donc on était plutôt en cercle restreint pour les imaginer et les proposer à la métropole. Nous, c'est plus facile, on est 130, mais c'est un mixte entre le volontarisme et les objectifs. Comme j'ai dit, il y a plein de collaborateurs chez nous qui sont en quête de sens, donc qui participent à différents comités, le comité RSE, qui participe à Work With It sur le cancer, à Cancer at Work, à plein de choses que l'on fait. Et puis, en fait, on l'a aussi inscrit dans les objectifs des directeurs de département chez nous. C'est-à-dire qu'un des 4 objectifs qu'ils ont, c'est de contribuer à un des 3 piliers que nous avons dans les objectifs statutaires. Voilà. Donc c'est un mix entre les deux. C'est à la fois de laisser le volontarisme et puis aussi d'être un peu plus incisif et de mettre des objectifs. Moi, je pense qu'il faut rendre matériel et palpable ce qu'est la mission et ce qu'on y fait. Donc nous, à l'inverse nous, on a tympanisé dès qu'on est devenu entreprise à mission. Comme on raconte ça depuis 5 ans, on a expliqué ce que c'était, on a fait de la com. Charlotte, au premier rang, a organisé ça. Et par contre, on avait déjà commencé pour le projet d'entreprise. En fait, le projet d'entreprise, quel qu'il soit, et de la taille, on commence à devenir une grosse entreprise. L'opérateur ou le technicien à Brest, c'est la vie de sa région Bretagne qu'elle y tient au quotidien. Savoir que le groupe se développe en Italie, il peut en ressentir un sentiment de fierté, il peut être content, mais c'est de l'information. Donc nous, ce qu'on a demandé à chacune des business units, mais vraiment des plus petites, c'est de construire leur IDEX 2030. Et donc on a filé ça avec l'entreprise à mission, mais ça veut dire quoi pour eux un IDEX 2030 avec leurs enjeux locaux, territoriaux, et des gens qui ont des problèmes différents entre le sud et le nord de la France. Ça, c'est le premier point. Et puis essayer de faire en sorte que chacun et chacune des collaborateurs, et encore une fois, pas simplement des techniciens, mais des assistantes, des gens qui travaillent à la paye, voient où est-ce qu'ils contribuent dans cette entreprise à mission. Même si la brique elle est infime, ils font partie de ça. Donc moi je pense qu'il faut que ce soit palpable et matériel. Merci à tous les 3 pour vos retours. Le temps qu'Agathe apporte le micro à Caroline pour une question à distance, et promis, on reviendra sur une question en présentiel. J'ai promis qu'on alternait. Donc on va ramener le micro à Caroline juste pour rebondir sur cette question-là. Parmi tous les ateliers qu'on organise à la SEM, pour partager les expériences et pour partager aussi les retours des chercheurs, celui sur l'embarquement des collaborateurs en 2025 a été l'atelier qui a été le plus suivi. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt majeur sur ce sujet-là, autour de la gamification, autour de l'intégration dans la communication interne, autour du croisement entre les objectifs professionnels des collaborateurs et les objectifs opérationnels de mission. Donc on voit bien que c'est une problématique qui est partagée par beaucoup d'entreprises à mission. Caroline. Oui, alors parmi les nouveautés de ce baromètre, il y avait la possibilité que, pour travailler la transparence du modèle sur les chiffres, sur les sociétés à mission radiée et celles qui ont retiré la mission de leur statut. Donc on a une question à ce sujet pour connaître plus précisément les raisons qui poussent une entreprise à retirer, à modifier son statut. Est-ce que dans ce cas-là, une réorganisation interne est nécessaire ? Valérie. Oui, alors on s'est penché effectivement cette année sur cette dimension. C'est un effet, c'est nouveau. Je rappelle que c'est un phénomène marginal. Sur les 2600, il n'y en a que 73 qui ont aujourd'hui enlevé leur qualité. On s'est posé la question aussi de la raison. On leur a posé la question et on a le retour de la moitié d'entre elles. Donc sur la moitié d'entre elles, un tiers en fait a gardé la qualité. Donc c'est juste une réorganisation interne, comme je disais tout à l'heure. C'est le groupe ou la filiale qui a pris le flambeau de la mission.
Et pour d'autres, en fait, elles se sont tournées vers d'autres formes d'engagement, comme par exemple les fondations actionnaires ou l'ESS. Donc l'entreprise reste engagée. Et enfin, pour certaines d'entre elles, c'est effectivement un retrait de la qualité. Il y a un changement de gouvernance, par exemple, qui n'est absolument plus d'accord avec cet engagement, mais ça reste quelque chose de très marginal. En tout cas, c'est quelque chose que l'on va continuer à suivre dans la durée. Merci Valérie. On va prendre une question au fond. Oui, Mathieu Jourdan à Corus. On est une société de rénovation de bâtiments en site occupé, en cheminement pour devenir entreprise d'émission à la fin de l'année. Moi, j'ai 2 questions. On est une entreprise qui mêle à la fois des cols blancs et des cols bleus. Donc, est-ce que vous mesurez des différences d'adhésion par rapport au statut d'entreprise à mission entre justement ces 2 populations? Et puis, alors vous avez partiellement répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites pour embarquer notamment les cols bleus pour qui la notion de temps en temps de transition écologique est quelquefois un peu plus lointaine et un peu plus difficilement palpable? Par rapport à ça, on constate que dans les sociétés à mission, il y a vraiment de tout. Je pense par exemple à Enedis, qui a beaucoup de collaborateurs qui n'ont même pas d'email. Donc comment embarquer des collaborateurs avec qui sont sur le terrain, ou aussi dans la promotion immobilière, il y a des ouvriers. Donc c'est pas en tout cas un frein aujourd'hui à l'adoption de la qualité. En revanche, effectivement, ça demande en termes de management des processus de communication, d'embarquement qui sont spécifiques. Et c'est typiquement ce genre de choses qu'on partage dans nos ateliers à la communauté, et on partage les bonnes pratiques des uns et des autres, puisque ce sont des questionnements un peu nouveaux, évidemment, pour les entreprises. Moi, encore une fois, c'est un humble témoignage. Nous, chez IDEX, on a essayé, encore une fois, entreprise à mission ou pas, que chacun des managers soit capable d'exprimer ses priorités. Les priorités, c'est qu'est-ce qui nous anime sur les 6-12 mois. Et tous les managers, du président, du directeur général jusqu'au directeur de site. Et donc, quand ces managers, avec les cols bleus, et c'est pas péjoratif, partagent ses priorités, là encore, on essaye de voir à ce que ces priorités, elles collent avec les priorités du groupe. Et donc, ils les déclinent avec leurs mots. Et c'est quelque chose qu'ils revoient tous les 15 jours pour voir si ça avance. Et donc, je pense que c'est comme ça que ça ancre. Et que c'est, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, que ça rend matériel ce qui est accélérer la transition énergétique des territoires. En tout cas, dans notre cas. On va prendre une dernière question dans la salle. Voilà, vous avez le micro et vous allez clôturer cette Bonjour, matinée. donc Dominique Giordano. Moi, je représente EPI. On vient d'être entreprise à mission depuis décembre 2025, une société d'ingénierie. Et votre partage IDEX, en fait, on l'a fait par conviction. Et en même temps, on s'est dit que ça pouvait être effectivement un élément différenciant. Et on parle beaucoup d'embarquer les collaborateurs. Alors nous, un peu comme vous, pas sur la société à mission, mais en tout cas depuis 2020, on est très collectif et on les embarque. Donc société à mission, depuis 1 an, ils savent ce que c'est, je pense, chacun de nos collaborateurs. En revanche, c'est comment on embarque notre écosystème, parce que effectivement, quand on discute avec nos donneurs d'ordre, on a d'abord des grands yeux un peu ébahis. Ah oui, ça a l'air bien, mais finalement, c'est quoi? Et à quel point c'est engageant? Et donc, effectivement, on n'a pas encore testé au moment des appels d'offres, et donc on n'a pas ce retour-là, mais on a quand même le sentiment qu'en fait, les gens ne connaissent pas ce que c'est une société à mission, en fait. Voilà. Donc, comment on peut faire pour aussi embarquer? Est-ce qu'il y a des ateliers à la SEM pour embarquer notre écosystème avec nous? Alors, sur la dernière partie de la question, on a un atelier sur l'embarquement des parties prenantes. J'ai plus la date en tête, mais c'est dans les semaines qui viennent. Le 28 avril. Voilà. Mais voilà, ça fait partie aussi de nos fonctions à la communauté des entreprises à mission de populariser ça. On fera une annonce dans les semaines qui viennent sur la valorisation en termes d'identité graphique de la société à mission.
parce qu'on a besoin que ce modèle il soit de plus en plus connu. Si vous connaissez des scénaristes de séries, on peut leur glisser quelques idées à l'oreille pour qu'une société à mission soit l'héroïne d'une série, comme on a pu voir une coopérative dans une série de 2024 que nous ne nommerons pas. Mais évidemment, voilà, on a besoin d'embarquer la question des imaginaires. Il y avait eu un atelier aussi à la communauté sur la question des imaginaires dans un secteur d'activité précis. Donc on a évidemment ça en tête. On est au bon ? Juste sur une des parties prenantes sur lesquelles on peut agir, travailler, c'est nos fournisseurs. On a un engagement de développer l'attractivité, le développement du territoire. Ça passe aussi par les fournisseurs qui travaillent avec nous. Et on peut les embarquer par les objectifs opérationnels qu'on se fixe, donc notamment sur nos enjeux RSE. On va travailler avec les fournisseurs, alors pas tous, pour qu'ils puissent également, eux, développer et avoir des clauses RSE adaptées à leur entreprise, à leur secteur, et pour les faire progresser aussi en lien avec nos objectifs environnementaux, et notamment environnementaux. Et donc, on va s'associer avec nos fournisseurs, certains de nos fournisseurs, pour les aider, notamment les PME, les ETI, pour les aider à progresser sur leurs clauses RSE et leur permettre, avec nos équipes, de travailler avec eux sur ce sur quoi ils pourraient s'engager, travailler pour progresser et s'engager avec eux, voilà, à travers notre contrat, de manière très, très, très pratique. Donc on les embarque avec nous de manière très, très concrète, en fait, parce qu'on a un objectif opérationnel de développer les enjeux RSE avec certains de nos fournisseurs. Voilà, donc c'est à travers ça qu'on peut les embarquer. Eh ben, un grand merci à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir. Et je laisse le mot de la fin à Valérie. Merci très rapidement. Donc c'est le traditionnel mot de remerciement. Merci évidemment au ministre Serge Papin, à son cabinet et à toutes les équipes du ministère pour leur accueil et leur professionnalisme. Merci à tous les intervenants et pour votre sincérité. C'est très important d'avoir de l'incarnation quand on parle d'adoption du modèle. Merci à nos partenaires, au CNGTC, à l'École des Mines, à tous les chercheurs. Évidemment, à vous, les participants, et aux journalistes qui ont suivi nombreux ce baromètre, cette édition, à tout notre écosystème, aux membres de la SEM et qui nous soutiennent et grâce à qui on peut vivre, et évidemment aussi aux ambassadeurs en région. Et enfin, un immense merci à mon équipe et à Johan d'avoir brillamment orchestré cette 9e édition. Et comme on l'a dit plusieurs fois, je vous donne rendez-vous notamment le 3 novembre prochain au Beffroi de Montrouge pour une journée exceptionnelle consacrée à l'entreprise à mission. À très bientôt.